C'est une enquête choc sur les territoires conquis de l'islamisme, un travail universitaire qui documente l'islamisme au niveau local et décrit quelles dynamiques ont conduit 1500 Français dans les filières syriennes. Bernard Rougier en est l'auteur, l'un des meilleurs spécialistes du monde arabe, le professeur des universités à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et directeur du Centre des études arabes et orientales, s'attend pourtant à être accusé d'islamophobie. Il est ce soir notre invité. Bonsoir Bernard Rougier. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir sur le plateau. Bonsoir Bernard Rougier. Anne-Elisabeth l'a dit, professeur à Paris 3, spécialiste du salafisme en France et au Moyen-Orient. Vous marchez dans les pas de Gilles Kepel et de ses travaux dans les banlieues. Un mot d'abord sur la façon dont vous avez enquêté avec d'autres universitaires et des étudiants dans des mosquées, dans des lieux investis par les islamistes. Travail difficile, comment avez-vous procédé? Alors, essentiellement grâce à mes étudiants. Mes étudiants sont issus des quartiers. Ce sont des étudiants de master, des étudiants en thèse, qui ont eu le courage de faire de l'immersion, de l'observation participante dans notre jargon sociologique, et qui sont revenus avec des éléments de description de ce qu'on appelle, nous, la granularité, le maximum de détails sur ce qui se dit, sur ce qui se fait dans ce que j'ai appelé les écosystèmes. C'est-à-dire à la fois la mosquée, les cours dans la mosquée, mais aussi la sandwicherie halal, mais aussi la salle de sport, les cafés, et de voir un peu comment ces lieux entraient en résonance pour former un univers idéologique homogène qui produit de la norme du juste, de l'injuste, de l'autorisé, de l'interdit, du haram, du halal, du pur, de l'impur, pour progressivement prendre le contrôle, ce qui est la description du livre, de la population dans son ensemble. Dans les commerces, il peut y avoir des discussions privées, mais dans les mosquées, il y a des prêches, il y a des discours publics. Et pour être clair, ce qui se dit dans certaines mosquées, ce qui se prêche, tombe clairement sous le coup de la loi? Assez. Pas tant ce qui se prêche, surtout les cours, les durus, comme on dit, les cours qui sont donnés en arabe et qui sont vraiment des moments où, alors, est-ce que les associations qui gèrent les mosquées le savent? Est-ce qu'ils le font par accommodement, par lâcheté, par incompétence? Et ils laissent des prédicateurs tenir des cours qui durent 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et qui sont en fait le recodage religieux de la société française. Et au fond, la France, la société, les individus, qu'ils soient musulmans ou non, sont traduits dans une autre langue, perçus à travers des catégories qui sont fabriquées principalement dans la péninsule arabique. Qu'est-ce qui se dit? Oui. N'ayez pas d'amis juifs et chrétiens, parce que sinon vous allez perdre votre foi, votre intégrité, l'intégrité de votre foi. La femme ne lui serrez pas la main, parce que la femme est le combustible de l'enfer, selon un hadith prophétique très fragile, mais qui est toujours mis en avant. Consacrez-vous exclusivement à Dieu. C'est-à-dire, si vous avez une autre passion, vous risquez la mécréance. N'ayez pas d'amis musulmans qui ne pratiquent pas ou qui ne pensent pas comme vous. Vous risquez à tout moment de mettre votre foi à l'épreuve. Donc il y a ce qu'ils appellent les annulatifs de l'islam, ça, dans le salafisme. Si vous êtes ami avec un non-musulman ou un non-musulman ou un musulman non salafiste et non pratiquant, vous allez en enfer ou vous allez gagner la mécréance. Donc la foi, en quelque sorte, est dramatisée, mise à l'épreuve dans la vie quotidienne. Je m'arrête un instant là-dessus. À votre avis, professeur, il faut fermer ces mosquées ou mettre en garde les prédicateurs ou les responsables religieux? Il faut déjà mettre les présidents d'associations qui gèrent ces mosquées devant leurs responsabilités, en disant, voilà, vous avez eu tel prédicateur il y a 3 mois qui a tenu ses propos, c'est inacceptable. À condition de le savoir. À condition de le savoir. Ça concerne combien de mosquées? Ça, je ne peux pas le dire. C'est une enquête principalement qualitative qui s'est vraiment appuyée sur l'analyse d'écosystèmes dans plusieurs communes, à Toulouse également, à Molenbeek en Belgique. Et c'est un livre qui cherche aussi à croiser les échelles, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux courants transnationaux, aux foyers idéologiques, à la prison, au mode de passage d'un conservatisme salafiste vers le terrorisme, à un imaginaire. Vous voyez, il y a toutes ces dimensions pour pouvoir comprendre ce phénomène qui, d'après moi, ne peut pas se comprendre à l'échelle exclusivement française. Il faut vraiment comprendre la production idéologique telle qu'elle se fait dans le Levant ou au Maghreb et les effets des interactions entre les deux rives. Mais il y a beaucoup d'exemples français, des lieux, notamment Aubervilliers, Argenteuil, Mantes-la-Jolie, Toulouse, villes qui recèlent des enclaves islamistes, ce sont vos termes, et partout ce que vous décrivez, cette prise de contrôle par un islam littéraliste et rigoriste, d'inspiration salafiste, en rupture avec la société française, devenue la norme
la norme aux yeux d'un nombre croissant de musulmans. Vous, pardon, vous avez dit que, ah bah bête, vous n'avez pas voulu répondre sur le nombre de mosquées, mais un nombre croissant de musulmans. Alors, il faut, selon moi, c'est une minorité active. Ils ne représentent pas les musulmans en France. Il y a des résistances à ces discours. Il y a des gens qui ne vont pas dans les mosquées. Mais c'est une minorité active qui tend à prendre le pouvoir, sur l'expression de l'islam, comme s'il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Et il y a une contribution très remarquable dans le livre sur les librairies islamiques et l'offre. Un jeune musulman qui s'interroge sur sa foi, qui veut savoir ce qu'est l'islam. Stupéfiant. Il n'a pas le choix. Il n'y a que des livres salafistes de droit. Il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'historicité, il y a vraiment une religion qui régule, qui est présentée comme un code régulant toutes les dimensions de la vie sociale. Et vous savez, le mot charia, qui est charia en arabe, si souvent utilisé, il peut avoir deux significations. La première signification, c'est la voie droite, le bien. Tout le monde, en ce cas-là, est au service de la charia dans la mesure du possible. Et puis, vous avez une autre définition, plus conservatrice, plus littéraliste, plus prescriptive, où c'est un code de comportement. Et ça, c'est une autre définition des conservateurs salafistes. Et donc, leur idée, c'est de remplacer ce qui peut être une aspiration vers le bien, qui est le sens original du mot, vers, en réalité, un régime de règles qui enserre les individus et empêche au fond d'être citoyen. C'est ça l'enjeu. Parce que pour certains, il ne faut pas voter. Oui. Si vous allez voter, vous allez compromettre la pureté de votre foi. Alors, cet islamisme local, vous l'avez dit, il a des cibles stratégiques, piscines, gymnases, écoles. Et ça, c'est il y a des accusations très fortes dans votre livre. Il bénéficie du clientélisme communautaire de certains élus. Il y a eu beaucoup de concessions, de compromissions. Alors, j'ai cité quelques villes tout à l'heure. Il y a des exemples assez qui ont déjà été documentés. Je pense notamment à Didier Deninx, à Aubervilliers. C'est, au fond, compromettre la République, pardon de m'exprimer un peu comme ça, de façon peu académique, pour un plat de lentilles électoral. Ce sont des concessions qui sont faites. Alors, les populations ont changé, il n'y a plus de classe ouvrière, mais des petites compromissions qui, en réalité, font que le réseau religieux conservateur salafiste devient une partie du système électoral. Ça se traduit comment, ces compromissions ? Ça peut se traduire par des horaires de piscine, d'agrandissement de mosquées, de facilitation pour une école confessionnelle hors contrat. Des horaires de piscine qui permettent de séparer surtout, les hommes et les femmes ? Absolument, notamment. Mais surtout des positions dans la mairie. Vous m'amenez les 300 voix, les 400 voix qui vont me permettre l'élection, et l'un de vos militants les plus activistes va devenir responsable de la jeunesse et des sports. Et là, c'est terrifiant, parce que la mosquée du réseau devient le pôle emploi bis, et donc les individus qui vivent dans les quartiers comprennent qu'il faut qu'ils rentrent dans la socialisation de ce réseau religieux pour obtenir des ressources publiques. Et ça, c'est catastrophique. Et c'est très difficile de le documenter parce qu'il y a une omerta, il y a un silence, une peur des intéressés. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « je vais vous dire ce qui se passe dans des municipalités de gauche comme de droite ». Là-dessus, il n'y a pas de « et ». Simplement, et au dernier moment, ils m'ont dit « non, je ne peux pas parler, finalement, j'ai trop peur ». Donc il y a une stratégie d'entrisme. C'est une stratégie d'entrisme. Alors ça, c'est d'autres mouvements. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a le salafisme littéraliste qui refuse, une forme de salafisme qui refuse la moindre interaction avec la société française. Et puis il y a un salafo-frérisme. Ils sont tout aussi conservateurs en réalité en matière de mœurs, mais qui sont dans une logique de conquête institutionnelle et sociale. Stratégie qui peut déboucher sur des candidatures donc aux élections locales, on vient d'en parler. Oui. Et ce débat ressurgit il y a peu sur la question des listes communautaires aux prochaines municipales. Voici ce qu'en a dit Emmanuel Macron. Comment définirait-on les listes communautaires ? Qui en serait le juge ? Selon quels critères ? La vie politique est ainsi faite que les choses peuvent changer. Nous avons des règles claires. Faut-il ici les bousculer ? Parce que soudain les esprits s'échauffent. Je nous appelle collectivement à la prudence, pas la prudence qui mène à l'inaction, non, celle qui conduit à ne pas renoncer aux libertés de la République, parce que le pire est parfois là, celle qui nous conduit aussi à voir toutes les conséquences de ce qu'on propose. Il a raison ? C'est très difficile. Il a raison, je pense, oui. Parce qu'on a essayé de les interdire, ces listes communautaires, ou l'équivalent,
ou des partis se réclamant explicitement de la religion, dans le monde musulman, ça n'a pas marché. Le parti se présente sous la forme justice et développement, prend des termes neutres et acceptables, et au fond, ce sont des listes ou des candidats ou des partis confessionnels. En revanche, ce qui se passe, qui est plus troublant, c'est que certaines listes, notamment à gauche et à l'extrême gauche, vont introduire dans leur liste de candidats en position éligible des membres de l'association. On peut retrouver l'équivalent dans certaines municipalités de droite. Et là, au fond, c'est l'équivalent. Ce ne sont pas des listes communautaires, ce sont des listes mixtes d'une certaine manière, mais qui promettent des postes et 200-300 voix qui vont faire la différence. Alors, aspect évidemment très important de votre enquête, le djihadisme. Vous ne croyez pas du tout au loup solitaire qui se radicalise en regardant des vidéos tout seul sur Internet. Comme Gilles Kepel, vous pensez qu'il y a un continuum entre salafisme et djihadisme, d'où l'importance de ce que vous venez d'exposer. Absolument. Dans la plupart des cas, on a des gens qui sont passés par les cases de l'islamisme, j'allais dire, légal, et qui, à l'intérieur de ces cases-là, vont tirer les conséquences militaires terroristes de ce qu'ils auront appris sur la société française. Il se trouve que j'ai eu le portable d'Abdelhamid Abaoud, un des responsables des tueries du 13 novembre. Il y avait les abominables vidéos qu'on a vues de lui en Syrie en train de tracter des cadavres. Mais il y avait aussi des affiches du CCIF sur l'islamophobie en France, sur des représentations diabolisées de la société française, de l'État comme structurellement présenté comme structurellement hostile à l'islam. Et là, on voit comment cette thématique peut fournir une légitimation à la violence terroriste. Même les organismes en question ne prônent évidemment pas le terrorisme. Mais il y a des continuums. Il y a une socialisation, une manière de voir les choses, un apprentissage d'un arabe religieux, des influences extérieures mais qui sont transmises dans la mosquée. Tout ça forme un écosystème qui peut conduire à la radicalité. On ne se radicalise pas tout seul. Et donc ce sont ce passage qu'il faut documenter. Il n'est pas systématique, mais l'individu est passé par ces cases avant de passer à l'action violente. Vous connaissez le caractère inflammable de vos travaux. Vous savez que vous allez au carton avec un certain nombre de forces politiques, de militants identitaires. Vous venez de citer le CCIF et même de collègues universitaires. Absolument. Certains ont déjà... qui assimilent vos thèses à de l'islamophobie. D'ailleurs, vous l'anticipez dans votre livre. Oui. Alors, ce mot sert à empêcher la production de connaissances. Vous empêchez de continuer à enquêter. C'est tout à fait. Et elle a paralysé une partie de l'université française. Et elle a paralysé déjà une partie de l'université. Certains vont même jusqu'à menacer de livrer les noms de mes étudiants, qui sont tous issus des quartiers et qui sont tous musulmans. Mais je ne les vois pas comme tels, je les vois comme des universitaires français qui travaillent sur la société française et qui ne se reconnaissent pas dans une version idéologisée de leur religion. Donc ce mot islamophobie sert à empêcher la connaissance et à intimider les étudiants. Vous êtes inquiet pour vos étudiants ? Oui, je suis inquiet pour mes étudiants et ça, je le supporte assez mal, de prendre les coups personnels, les insultes, etc. Ça fait partie du jeu, d'une certaine manière. Mais ici, je réfléchis à des voies légales pour empêcher qu'ils soient livrés en pâture à des vengeances de quartier par un certain nombre de collègues qui se réclament de la défense de l'islam, mais qui en réalité défendent l'islamisme et caricaturent leur propre cause. Mais il y a des autorités publiques qui vous soutiennent dans vos travaux ? Écoutez, ils le lisent en tous les cas. Moi, j'essaie de dresser le diagnostic le plus fidèle possible. C'est pour ça que chaque article est le résultat de 2, 3, 4 années de terrain. C'est aussi documenté que possible, c'est traduit dans la mesure du possible. On évite absolument l'amalgame, on travaille sur des acteurs minoritaires et on montre la façon dont ils veulent prendre le pouvoir sur nos compatriotes musulmans en France. Mais c'est inquiet, stressé. Je suis stressé, oui. Que vous évoquez le résultat de cette enquête. Oui, parce que j'ai travaillé sur les milieux djihadistes dans les camps palestiniens du Liban. J'ai travaillé en Égypte pendant la Révolution et je ne crois pas qu'il y ait de terrain aussi dur que le terrain français. C'est un terrain beaucoup plus difficile que le terrain moyen-oriental. Et je ne pourrais même pas l'avoir fait sans ces étudiants qui m'ont aidé. Donc nous, on essaie de montrer encore une fois comment tout ça fonctionne. Mais c'est très difficile de produire de la connaissance dans le climat, dans la société française d'aujourd'hui. Quand vous parlez de territoire conquis de l'islamisme, ça veut dire que c'est irréversible ? Non, ça n'est pas irréversible, heureusement. Il y a d'abord, je pense, une majorité silencieuse, mais qui n'a pas le langage ni les catégories pour répondre. Je vais jouer le prof en citant Durkheim. Vous savez, il disait « Heureusement qu'il y a un tissu associatif pour protéger les individus contre le risque de tyrannie de l'État ».
Et il disait aussi, heureusement qu'il y a l'État pour protéger les individus contre la tyrannie du tissu associatif. Et donc, il faut simplement que la citoyenneté s'exprime. Aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, ce sont les femmes qui les quittent. Donc, elles préfèrent partir silencieusement, aller dans des zones mixtes, j'allais dire ethniquement, pardon pour ces mots horribles, en tous les cas où la pression islamiste est moins visible, se fait moins sentir, pour vivre pleinement leur citoyenneté française. Donc, ces modes de résistance sont silencieux. On va, j'espère, dans la version poche, leur donner toute la place qu'elles méritent, mais on n'a pas vu quelqu'un dire à un imam « cet islam que tu me présentes, ça n'est pas le mien et je récuse ton interprétation ». Si vous voulez, l'affrontement direct est très difficile. Et donc les gens préfèrent des stratégies d'évitement ou simplement déménager quand ils le peuvent. Les territoires conquis de l'islamisme sous la direction de Bernard Rouget, c'est aux éditions de Presse Universitaire de France, aux Presses Universitaires de France. Merci beaucoup Merci à vous d'être venu en parler ce soir sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous si vous le voulez bien.